bienvenue à tout le monde. Donc, je me présente Aurélien Kiner, donc consultant avant-vente d'Igora sur la partie cloud, donc cloud Oracle et autres cloud publics, et également sur la partie service manager d'Igora aujourd'hui. Donc, je vais laisser maintenant la main à Monsieur Hénard, donc un collègue de Tech Data qui est également consultant avant-vente sur la partie cloud. Oui, bonjour. Merci de votre présence à tous. Donc Vincent Hénard, aujourd'hui on va parler bien sûr de cloud et de différentes étapes de migration. Simplement, nous travaillons Tech Data avec Digora sur toutes les solutions cloud et en particulier avec Oracle. Donc nous allons parler des différentes étapes. Avant de commencer et d'être sûr de bien savoir de quoi l'on parle quand on parle de cloud, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend à toutes les sauces, notamment dans la presse. Donc je voulais revenir pour qu'on soit tous d'accord sur qu'est-ce qu'on entend par cloud et donc ensuite par comment on va pouvoir migrer dans les différentes approches cloud. Donc avec ce slide, on a la capacité de résumer toutes les différents scénarios cartographie de cloud. Donc il y a trois modèles de déploiement. Première chose, première colonne, on va parler de cloud privé, de cloud public ou de cloud hybride. Là, ce qui est important, c'est de savoir où est l'infrastructure, où est la donnée, où est-elle localisée. Lorsqu'elle est chez le client, chez vous, dans votre data center, on va parler de cloud privé. Lorsqu'elle est à l'opposé chez un éditeur de logiciels, chez un Microsoft, Amazon, Oracle, là on va avoir tendance à parler de cloud public. Et enfin, lorsqu'on a un bout de notre infrastructure, d'un autre cloud qui est à la fois chez moi, le client, ou chez l'éditeur, eh bien là on va parler de cloud hybride. On peut aussi parler d'hébergeurs tiers, parce qu'on peut avoir un bout de l'infrastructure chez un hébergeur tiers, et Digora a aussi cette fonction d'hébergeur. Vous pouvez très bien avoir une partie de votre infrastructure managée et hébergée chez Digora. Donc ça permet de vraiment définir déjà de quel type de cloud je parle, public, privé ou hybride. Ensuite, lorsqu'on va parler de cloud, on va parler de services. On va entendre IaaS, PaaS, SaaS. Effectivement, ce sont les trois grandes catégories que l'on retrouve systématiquement dans le cloud. La première couche, qui est l'infrastructure, IaaS, Infrastructure as a Service, qui est la couche de base sur laquelle toute notre infrastructure repose. Donc c'est des serveurs, de la capacité de calcul, on va parler de compute, c'est la capacité de stockage et l'interconnexion avec le réseau. Donc ça c'est la première couche qui est nécessaire pour fonctionner, et on va parler de IaaS. Tout en haut, on va entendre parler de SaaS depuis longtemps, donc de Software as a Service. Et là, dans cette catégorie, c'est le logiciel qui est prêt à l'emploi, souvent qui est tarifé à l'utilisateur. On retrouve beaucoup de logiciels de gestion de clientèle, de CRM par exemple, comme Salesforce, ou du Microsoft 365, tout simplement, la suite bureautique qui est disponible chez Microsoft et qui est pricé à l'utilisateur. Donc un logiciel prêt à l'emploi. Et au milieu, entre ces deux couches, eh bien, on va retrouver le PaaS, le Platform as a Service, qui est donc le logiciel intermédiaire qui va demander de la personnalisation, de la customisation pour délivrer un service final. Donc on va retrouver la base de données, typiquement, dans cette couche PaaS. On va retrouver les serveurs web, les serveurs d'application, développement Java, dans cette couche-là, les containers, etc. Donc ça, c'est les trois services de catégorisation qu'on va retrouver systématiquement dans le cloud. Et enfin, dernière colonne, ce qui est important, c'est le mode d'opération, c'est qui exploite, qui fait quoi sur cette plateforme, sur cette infrastructure de cloud. La première façon de gérer une infrastructure cloud, c'est le client qui est propriétaire, et c'est le client lui-même qui opère et qui gère son infrastructure. Donc là, c'est un mode assez traditionnel finalement. En général, c'est donc du cloud privé, puisqu'on est plutôt chez le client. Et vous, en tant que client, êtes propriétaire et avez les capacités à gérer totalement votre infrastructure. La deuxième façon, c'est vous, client, vous êtes propriétaire. Par contre,
vous ne gérez plus l'infrastructure, c'est pas votre métier et vous avez décidé de faire confiance à un prestataire tiers pour gérer cette infrastructure. Donc là, typiquement ce qu'on appelle l'infogérance, c'est un des métiers d'ailleurs phares de Digora, avec le service manager. Et donc vous êtes toujours propriétaire de votre infrastructure. Vous avez peut-être choisi de le mettre à un certain endroit, cette infrastructure, chez vous ou chez Digora. Et en tout cas, vous êtes propriétaire, mais c'est un prestataire tiers qui gère votre infrastructure. Et puis enfin, la dernière façon d'opérer, eh bien, c'est vous n'êtes plus propriétaire et vous ne gérez plus votre infrastructure. Et donc, c'est le prestataire de cloud qui s'engage, qui a la responsabilité de gérer toute votre infrastructure. Et là, c'est typiquement, on passe dans du cloud public. Et donc, vous êtes bien sûr toujours responsable de ce que vous faites, des données que vous mettez dans ce cloud. Par contre, tout ce qui est la gestion et la propriété de ce matériel, de cette infrastructure, elle appartient au prestataire de cloud. Donc voilà, c'est un peu la catégorisation de tous ces différents clouds. Mais finalement, ce que l'on peut retenir lorsqu'on parle de cloud, en fait, c'est qu'on répond à 3 caractéristiques systématiques qu'on retrouve sur le marché, qui sont self-provisioning, élasticité et paiement à l'usage. Effectivement, si on sait répondre à ces 3 caractéristiques, et bien, au final, on peut dire qu'on est dans une offre de cloud. Là, effectivement, le self-provisioning, c'est la capacité d'avoir un environnement immédiatement disponible. En quelques clics, je décide d'avoir une instance, une VM, une base de données, un service. En quelques clics, c'est du self-provisioning. Je vais être capable d'avoir mon environnement disponible. L'élasticité, c'est extrêmement important, c'est une caractéristique essentielle du cloud. C'est la possibilité de commencer petit, d'augmenter en termes de puissance et de rediminuer si j'ai besoin, et donc la possibilité de gérer des pics de charge en fonction du temps. Et enfin, dernier point très important lorsqu'on parle de cloud, c'est effectivement le paiement à l'usage. Je paye ce que je consomme et effectivement, lorsque j'ai besoin de plus, je vais payer plus. Et lorsque j'ai besoin de moins, je payerai moins. Donc voilà un petit peu, lorsqu'on parle de cloud, c'est essentiel et finalement, ça résume un petit peu tout ce que l'on retrouve sur le marché en termes d'offres. Alors, justement, en termes d'offres, qu'est-ce que l'on retrouve sur le marché ? On va catégoriser à gauche le cloud privé qui sont classiquement des acteurs issus du monde plutôt traditionnel, classique, souvent du hardware, qui ont modernisé leur offre pour pouvoir faire du cloud privé. Donc on retrouve des acteurs comme Dell, EMC, HP, NetApp, Cisco par exemple, qui ont fait évoluer leur offre pour pouvoir avoir ces caractéristiques d'élasticité, etc. De l'autre côté, à droite, on a les pure players du cloud public, donc qui ont fait des offres essentiellement chez eux, chez les fournisseurs de cloud. Et là, on va retrouver les 3 grands acteurs avec Amazon, Microsoft, Google, qui ont vraiment fait des offres de nature cloud public chez eux. Et puis au milieu, on va parler beaucoup d'Oracle. Effectivement, aujourd'hui, on a mis Oracle qui a cette capacité d'offrir à la fois du cloud privé, public, donc hybride par définition. Même si Oracle est arrivé un petit peu après sur le marché du cloud, aujourd'hui, de par son histoire, Oracle est capable d'offrir cette capacité de cloud à la fois public et privé. Donc aussi bien sur du matériel, comme les acteurs privés, que dans le cloud public et software. Et tout ça parce que Oracle a une pile logicielle à tous les niveaux, du serveur jusqu'à l'application, et a modernisé toute cette infrastructure avec une caractéristique essentielle lorsqu'on parle de cloud, c'est la réversibilité. Effectivement, c'est extrêmement important aujourd'hui pour vous, clients, lorsque vous partez dans une direction, d'être capable de revenir en arrière si, pour différentes raisons, ça ne convient pas à vos attentes. Et donc, de par cette construction, Oracle est effectivement de fait l'acteur principal majeur sur cette capacité d'être réversible et d'avoir aussi bien la possibilité d'avoir une solution Oracle chez vous en cloud privé ou dans le cloud public, puisque de fait, les produits sont conçus de la même manière.
Donc de mêmes produits, de mêmes architectures, de mêmes standards, et donc des compétences identiques. Et donc c'est beaucoup plus simple pour vous qui êtes déjà client d'Oracle d'aller dans du cloud Oracle de par cette infrastructure historique. Alors, après, en termes de cloud, c'est vrai qu'aujourd'hui sur le marché, il y a de plus en plus de leaders, mais il y a eu pas mal d'études. Je vais m'arrêter sur une étude qui permet de comparer de manière macro les différences entre les différents acteurs. Alors, il y a eu pas mal d'études. Souvent, les études sont assez vagues ou précises, mais sur un point particulier. Là, je prends cette étude qui a un an. Un an, ça peut paraître beaucoup, mais finalement, à ce niveau macro, ça donne déjà une bonne indication. Cette étude, c'est intéressant parce que ce sont des experts du cloud qui sont tous certifiés sur les acteurs que l'on voit ici, donc Amazon, AWS, Oracle Cloud Infrastructure, OCI, GCP Cloud, Google Cloud Platform et puis Microsoft Azure. Et donc ce qui est intéressant et ce qui ressort dans cette étude qui est assez représentative, il y a un certain nombre de critères, c'est qu'on peut voir de manière macro un petit peu l'histoire de chacun et où est-ce que chaque acteur a commencé et est plutôt meilleur. Donc, le premier critère, c'est en termes d'offres IaaS. On voit sur la première ligne XXL que effectivement c'est Amazon qui a été le leader, le premier à innover sur cette capacité de mettre à disposition de la puissance de calcul sur IaaS, et donc il y a la plus grande offre, la plus large, XXL. Ensuite, en termes de performance, alors ça c'est intéressant, et on a une note, eh bien on voit qu'en termes de performance, Oracle est le mieux noté, contrairement à Amazon. Bien oui, parce que Oracle est arrivé peut-être après sur le secteur, mais a pu bénéficier un peu de tout ce qui se faisait de mieux sur le secteur pour disposer d'une infrastructure robuste, fiable, et puis surtout monter un cloud qui correspond aux exigences des clients d'Oracle, qui ont des bases de données souvent très critiques et qui donc doivent mettre en place des infrastructures toujours aussi critiques. Donc ça ressort sur cette étude. Et donc, on peut retenir effectivement à ce niveau-là, en termes de performance et de criticité, l'offre Oracle se détache. Ensuite, il y a un troisième critère qui est la scalabilité, donc surtout l'étendue des data centers. Et là, à ce niveau-là, eh bien, on voit qu'effectivement, on a Amazon qui est à peu près, alors 17 régions, il y en a peut-être un petit peu plus depuis un an. Et en fait, c'est Microsoft qui a la plus grande étendue en termes de data center. On a plus de 30 data centers et c'est Oracle qui en a le moins, de fait, puisqu'il est sur le secteur avec seulement 10 data centers. Ça n'empêche qu'effectivement, en termes de région, c'est important de choisir en fonction de différents critères de confidentialité ou autre, quel serait le data center. Enfin, quatrième critère, c'est en termes de coût d'opération. Effectivement, on voit que finalement, les premiers acteurs, Amazon, Azure, sont peut-être ceux qui coûtent le plus cher, contrairement à Oracle, qui a un coût finalement très agressif, étant sur le marché plus tard, pour offrir donc des solutions tout à fait attractive. Il faut forcément qu'Oracle se positionne de manière agressive en termes de prix. Avant-dernier critère sur ce qui concerne l'innovation. Donc c'est vrai que quand on parle de cloud, tous les acteurs font des infrastructures qui aujourd'hui doivent être innovantes. La plupart sont d'ailleurs basées sur des tas de produits open source. Eh bien, on voit qu'à ce niveau-là, effectivement, chacun a son niveau d'innovation qui se tient. Et puis, dernier critère qui a été évalué dans cette étude, c'est l'ouverture de la plateforme. Eh bien, à ce niveau-là, on voit que, en fait, en termes d'ouverture, Oracle est très bien positionné. De fait, de par son historique aussi, bon, il y a une base de données qui est un petit peu très forte chez Oracle, mais il y a des tas de produits, des rachats qui ont lieu, qui font que, en termes d'innovation, ils ont pas mal suivi ce que se fait dans le marché, mais ils ont surtout la capacité d'être ouvert. C'est-à-dire que, par exemple, un produit qui est disponible dans le cloud d'Oracle
peut tout à fait être disponible chez vous, sur une autre plateforme, sur tout type d'OS. Prendre l'exemple de la base de données, par exemple. Mais les autres produits, c'est également le cas. À l'inverse, un Amazon qui a commencé purement dans le cloud, eh bien, a une solution qui est plutôt disponible uniquement dans le cloud d'Amazon. Alors, c'est vrai qu'en un an, ça a évolué et que Amazon fait aussi des partenariats avec VMware, par exemple, pour être capable d'offrir des solutions hybrides dans les demandes, mais de nature, c'est vrai que Oracle a cette capacité d'ouvrir des services totalement ouverts. Donc voilà, c'était un petit peu pour faire le point macroscopique des grands acteurs du cloud. Bon, vous l'avez compris, le cloud d'Oracle s'adresse surtout à des clients Oracle qui ont des applications critiques de par, de par son historique. Et on va résumer rapidement ces points-là, si vous voulez, avec l'offre qui est très large sur Oracle. Bon, très rapidement, Oracle a commencé, bien entendu, à développer ses produits autour de la base de données, la gestion des données, a évolué assez rapidement dans le développement d'applications avec du Java, et puis a tout autour développé un certain nombre de produits autour de la gestion de la donnée, de l'intégration de la donnée des entreprises. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est la sécurité, c'est la gestion des systèmes et c'est l'analytique. L'identité, la sécurité, c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui. On va parler beaucoup de cyberattaques, cybercriminalité. Toutes les offres du marché ont forcément une composante importante en termes de sécurité. On va parler aussi, chez Oracle c'est le cas, de brokers de cloud qui vont être capables de faire une analyse fine des failles de sécurité. On pourrait très bien analyser un comportement étrange, par exemple une connexion d'un utilisateur qui à la fois se fait aux États-Unis et à la fois en Europe. Donc, avec beaucoup d'évolutions autour de l'intelligence artificielle aussi, tous ces produits-là vont être capables d'analyser de plus en plus finement des failles de sécurité. Donc ça, ce sont des choses importantes, en tout cas dans les offres de cloud. Chez Oracle, c'est également pris très, très au sérieux. Donc ça, c'est ce qui explique un petit peu l'évolution de l'offre chez Oracle, l'offre cœur, mais ce n'est pas tout. En fait, si on prend en compte le portefeuille Oracle, ce qu'on peut dire qu'en termes de cloud, c'est un des plus complets, puisque il y a la couche métier, la couche SaaS, avec toutes les applications historiques chez Oracle qui sont toujours disponibles classiquement on-prem ou dans le cloud. Une grande partie de ces produits ont été d'ailleurs redesignés, redéveloppés en full cloud natif. Et puis la couche infrastructure également, avec le rachat de Sun, donc un certain nombre de produits ont été améliorés, développés et intégrés avec Oracle, ce qui fait qu'aujourd'hui, Oracle a une couche complète, IaaS, PaaS, SaaS, à la fois disponible classiquement on-prem ou bien disponible dans le cloud. Et ça, c'est la grande force d'Oracle, puisqu'on a la possibilité d'avoir toute cette offre à la fois dans le cloud, dans le data center d'Oracle ou at customer, c'est-à-dire chez le client, chez vous ou chez un hébergeur. Mais aujourd'hui, c'est unique sur le marché. Il y a Microsoft qui essaie de s'en rapprocher avec Azure Stack, mais qui nécessite donc forcément de faire des partenariats avec des acteurs du matériel, donc c'est beaucoup moins intégré. Donc aujourd'hui, c'est un peu la capacité différenciante chez Oracle d'avoir cette capacité de choisir une brique en particulier et de la rendre disponible à la fois dans le cloud d'Oracle, dans le cloud public ou dans le cloud privé. Alors, pour se rendre compte de l'étendue de l'offre, c'est vrai que si vous allez sur cloud.oracle.com, vous allez vous rendre compte, il y a beaucoup d'informations, qu'on va retrouver les 3 catégories, applications, avec alors d'abord l'infrastructure, avec tout ce qu'on a évoqué, le compute, le network, le storage et un certain nombre d'autres solutions. La plateforme, donc en particulier, on va retrouver la base de données, le Java, le middleware, les containers. Donc,
Et enfin, l'application, où là on voit que l'offre est encore très importante, puisque historiquement, oui, Oracle est un acteur important dans le logiciel, et en particulier sur le SaaS, puisque avant la terminologie de cloud, Oracle offrait déjà des solutions qu'on appelait on-demand dans leur data center autour des solutions métiers, CRM, PeopleSoft, Siebel par exemple, qui sont des produits historiques. Donc, pour résumer, les grands différenciateurs d'Oracle, eh bien, c'est un acteur récent sur le marché, qui, en particulier sur le IaaS, est arrivé bien après le leader qui est Amazon. Mais de fait, cette couche IaaS étant de plus en plus importante, eh bien, Oracle a décidé d'être agressif en termes de prix, donc de proposer également sur cette couche des offres très, très intéressantes. Mais les 3 points que l'on peut garder en tête, c'est avec les étoiles qui sont différenciants. C'est donc une nouvelle génération de data center qui permet de fournir, on va dire, un cloud pour l'entreprise, qui répondent à des workloads critiques pour des applications et critiques qui ont des besoins d'engagement et de non-interruption de service. Donc ça, c'est vraiment le point important que Oracle va apporter. L'offre complète, je l'ai détaillé, et la réversibilité, donc qui est très important avec cette capacité donc vraiment de faire du cloud hybride à la fois chez Oracle ou chez vous le client. Alors ensuite, en termes de tarification, quand même, c'est important d'évoquer le point. Chez tous les acteurs, on retrouvera systématiquement 2 façons de tarifer du cloud. Il y a le modèle vraiment à la demande, le pay as you go, et puis le modèle plutôt prépayé, on va s'engager sur un montant et donc avoir des négociations et des discounts, des remises en fonction du montant et de mon engagement. Donc le pay as you go est vraiment intéressant pour commencer, en général pour faire du test dev, alors que l'engagement, qu'on appelle monthly flex chez Oracle, plutôt pour la production. On a vraiment ces 2 modèles, c'est extrêmement simple du coup, en particulier chez Oracle. On choisit de commencer en pay as you go, donc aucun paiement par avance, et en fonction de ma consommation, chaque mois j'ai un relevé et je suis facturé de ce que j'ai consommé sans aucun engagement. Je peux arrêter quand je veux. À l'inverse, dès lors que je commence à avoir un workload un petit peu précis, je vais consommer de manière plus récurrente, et donc là, je vais être capable peut-être de m'engager sur un montant annuel. Et là, on va pouvoir passer une tarification qu'on appelle monthly flex. Il faut un minimum de $1000 par mois par an pour entrer dans cette catégorie-là, et de fait on aura donc des remises beaucoup plus intéressantes dans cette catégorie d'offres. On a aussi le Bring Your Own License. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est aussi une caractéristique intéressante sur Oracle. Si vous êtes client avec des licences que vous avez déjà acquises, qui sont perpétuelles, vous avez la capacité, quelque part, de récupérer cet investissement pour le mettre dans le cloud public chez Oracle, sans avoir à repayer toutes les couches, par exemple pour une base de données, IaaS et PaaS. Ça reviendrait finalement soit à utiliser votre licence pour laquelle vous payez toujours le support sur la couche IaaS et vous ne payez que pour le IaaS, soit aller directement dans la couche PaaS, mais au lieu de payer toute la couche PaaS, vous ne payerez finalement que la couche IaaS qui est en gros l'automatisation de la plateforme, mise à jour, patching, etc. Donc une flexibilité là en termes d'investissement. Alors ça, c'est le grand challenge de savoir combien va me coûter mon infrastructure dans le cloud. Il y a un cost estimator, c'est pas toujours aussi simple, mais c'est vraiment le grand challenge. Et aujourd'hui, dans l'accompagnement que l'on peut avoir, nous acteurs dans l'informatique, ça va vraiment être là de vous aider à y voir plus clair combien votre infrastructure vous coûte aujourd'hui, combien elle vous coûterait dans le cloud, et est-ce qu'il est intéressant de mettre une partie ou tout ou pas ou rien dans du cloud public. Alors, on vous laissera la présentation. Là, c'est un slide qui est intéressant, qui permet de comparer, dans le cadre d'Oracle, une offre traditionnelle, vente classique par investissement, achat de matériel, achat de licence, versus souscription dans le cloud.
Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'offre cloud par Oracle devient extrêmement intéressante et compétitive sur le marché. De fait, en étant sur Oracle sur le marché en compétition avec des Amazon, Google ou Amazon ou Azure, eh bien Oracle doit faire effectivement des prix tout à fait compétitifs. Et donc là, c'est intéressant de voir qu'en termes de tarification, lorsqu'on est sous le mode de souscription par mois, on va avoir des choses tout à fait intéressantes. Si je prends juste un exemple sur la base de données Enterprise Edition, eh bien, on est à 1500 € par mois pour 4 cœurs, donc ça peut être 1 à 4 bases de données, hein, une base de données peut tourner sur un seul cœur, avec une capacité de 1 Tera de stockage, qui est quand même pas mal déjà pour une base de données, et 3 Tera de backup. Et tout ça fourni, supporté, maintenu par Oracle, donc tout inclus, il n'y a pas d'autres coûts. Donc c'est à effectivement une première approche pour savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire dans le cloud public. C'est cette comparaison en termes de coûts. Voilà, je vais passer sur la dernière partie avant de terminer sur les questions-réponses. Alors, la grande question, c'est cloud public, cloud privé ou cloud hybride. Quels sont les meilleurs cas d'usage qui se prêtent le mieux d'un cas qu'à l'autre? Alors, effectivement, il y a le premier critère qui est le critère du coût. Si c'est le principal critère, forcément, on aura tendance à dire que dans le cloud public, ça va être intéressant, ça va être moins cher parce que je n'ai pas d'investissement coûteux à faire, c'est immédiatement disponible. Maintenant, à la longue, il faudra peut-être bien faire la comparaison. En tout cas, c'est un premier critère qui est important, qui permet de déterminer si c'est intéressant ou pas. Le deuxième critère, ça va être la performance et la connectivité réseau, même si aujourd'hui on a des réseaux de plus en plus performants avec des tuyaux qui peuvent être dédiés. Néanmoins, selon les endroits, la géographie, ça va être important. Et le cloud public ne permet pas, dans tous les cas, d'apporter cette performance. L'autre point important lié, c'est la localité où se situe le data center dans le cloud public. Si j'ai une contrainte forte légale qui me demande d'avoir un data center en France, il faudra en tenir compte. Les engagements, ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Lorsqu'on a des applications critiques, je veux garantir que si je remets mes applications à un fournisseur de cloud, et que ce fournisseur de cloud soit capable de tenir ses engagements, et notamment en termes de disponibilité. Je veux m'assurer que mon application sera disponible. Il y a des contrats, il y a des SLA qu'il faut regarder, et comme je disais, Oracle est un des meilleurs dans ce domaine-là. Et enfin, le critère de réversibilité qui n'est pas forcément offert par tous les acteurs du cloud. Et donc le meilleur moyen de toute façon, ça sera de passer par du test, par des essais, pour vérifier que bien votre application elle est vraiment éligible et elle se comporte bien dans le cloud public. Et là, Digora, on peut vous aider à ce niveau-là. Donc finalement, assez simplement, les cas typiques et qui sont faciles à migrer dans le cloud, ce sont les tests dev. Premier test, une première application, je vais nativement tester dans le cloud, ça va être très simple. Tout ce qui est démarrage d'une nouvelle application, alors les startups, les nouvelles sociétés démarrent forcément beaucoup dans le cloud puisqu'il n'y a aucun investissement et je vais pouvoir facilement déployer rapidement une première application. Un troisième cas qui est très intéressant, que l'on déploie de plus en plus, c'est un plan de sauvegarde ou un PRA, plan de continuité, plan de reprise d'activité, puisqu'effectivement ce sont des cas extrêmement coûteux si je reste sur du classique, sur du on-premise. Parce qu'il faut que j'investisse dans une deuxième infrastructure, un deuxième site que je vais utiliser qu'en cas de problème du premier. Donc là, le cloud est extrêmement intéressant puisque ça va me coûter beaucoup moins cher et je vais finalement payer que lorsque j'ai un crash sur mon premier site, je vais basculer mes ressources sur le cloud et donc là, c'est extrêmement intéressant en termes de coût. Et puis, dernier cas que l'on rencontre également de plus en plus, c'est si j'ai affaire à des débordements, à des pics d'activité selon les périodes mensuelles, par exemple, ou annuelles, eh bien, je vais avoir, on va dire, l'application principale sur mon site chez moi on-premise classique.
et en cas de pic, pouvoir déborder dans le cloud et donc ne payer dans du cloud que sur ces périodes-là. Donc voilà un petit peu ces différents cas. Bien entendu, pour tester, pour aller plus loin, il faudra revenir vers nous pour une étude plus détaillée. Alors, vu qu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais juste finir par les solutions également que l'on retrouve chez Oracle pour le cloud privé. Donc, ce sont des appliances, qu'on appelle aussi Engineer System chez Oracle, qui ont la capacité donc de retrouver les mêmes couches que l'on retrouve dans le cloud public chez Oracle, mais que l'on installe du coup chez vous sur site. Donc on retrouve les couches classiques du serveur, du stockage, réseau, virtualisation, OS, on retrouve chez tous les fournisseurs aujourd'hui, on parle d'hyperconvergence. Et ce que offre en plus Oracle, c'est la couche jusqu'à l'application. Donc ça, des bouts d'application Oracle, ça va être complètement intéressant de rajouter ces couches-là, puisque tout va être intégré. Maintenu, mise à jour, et donc offrir une simplicité de mise en place. Et ce sont des appliances qui sont maintenant aujourd'hui développées depuis un certain nombre d'années chez de très nombreux clients. Donc, pour les citer, trois en particulier, on a l'ODA, l'Oracle Database Appliance, avec trois tailles, small, medium, high availability. On a le grand frère, l'Exadata, qui va permettre là de faire face à des accroissements exponentiels de données. Et donc là, c'est vraiment une appliance qui permet de gérer la performance. On va être en une architecture complètement alternative à du classique, avec des nœuds de calcul, des nœuds de stockage qui vont décharger les nœuds de calcul sur les requêtes SQL. Donc là, on parle effectivement de performance x10, et quels que soient les types de requêtage, qu'on soit sur du décisionnel ou du transactionnel. Et puis enfin, le dernier appliance que je mets en avant, c'est le PCA, le Private Cloud Appliance, qui est dans la famille cette petite caractéristique d'être totalement ouvert et supporter tous les OS, toutes les applications Oracle ou non Oracle, et qui est sur le marché finalement la seule appliance capable de faire du Trusted Partitioning. Alors, ce qu'on appelle le Trusted Partitioning, c'est la capacité de s'assurer qu'une instance, une partition, elle est sizée avec le bon nombre de cœurs correspondant au nombre de licences Oracle. Parce qu'effectivement, c'est un grand sujet. En mode traditionnel, la licence Oracle est fonction du nombre de cœurs. Et donc, cette appliance permet vraiment d'être pricée en fonction du nombre de cœurs activés sur la licence. Donc, tous ces appliances ont cette caractéristique, en tout cas, d'avoir la capacité d'avoir un prix en fonction du nombre de cœurs. Et j'active le nombre de cœurs en fonction de ma puissance. Et je termine par le dernier appliance qu'on appelle Cloud at Customer, la Cloud Machine, qui est la dernière née chez Oracle et qui est vraiment la transposition de l'infrastructure qu'il existe aujourd'hui dans le cloud public d'Oracle, mais que l'on va mettre chez vous, chez le client ou chez un hébergeur. Donc à droite, on est sur un site classique chez le client, on a cette machine-là, et on a toute la flexibilité du cloud public avec la facturation, la souscription vraiment élastique, en mode de souscription qu'on peut avoir que sur cette machine-là, mais en mettant cette machine derrière votre firewall, et donc en répondant à toutes ces contraintes de confidentialité, de conformité locale et également d'engagement de performance. Et à gauche, ça reste Oracle de manière classique qui va gérer, mettre à jour cette machine-là. Donc voilà, pour faire simple un petit peu ces différentes appliances. Bien entendu, on a la base de données 18C qui est apparue il y a un an, donc c'est la première base de données autonome qui a cette capacité d'être tout à fait à la fois disponible en cloud privé ou en cloud public, voire hybride, d'avoir un bout sur un site, un bout sur un autre, pour avoir des pluggable databases qui se déplacent d'un endroit à l'autre. Donc, la numérotation, un petit point, on parle de 18C, on était en 2018, on a la dernière version aujourd'hui en 2019 qui s'appelle donc la 19C. Oracle a revu sa numérotation et on va avoir comme ça des mises à jour qui sont d'ailleurs disponibles d'abord sur le cloud et ensuite quelques mois après sur site.
Donc cette nouvelle base de données, on va avoir beaucoup plus d'intelligence artificielle, on va parler d'autonome avec la possibilité effectivement d'installer en quelques clics cette base de données et de mettre en place de manière tout à fait transparente la disponibilité, la scalabilité. On va juste créer une politique qui va nous permettre de gérer l'évolutivité de manière automatique, décider, compatcher de manière automatique, etc. Donc, c'est une base de données des plus fiables du marché et c'est le seul acteur à garantir d'ailleurs un SLA de 99,995, ce qui représente à peu près 2 minutes 30 d'interruption par mois. Et donc, seul Oracle est capable d'avoir ce niveau-là. Voilà, pour faire rapide. Donc, en résumé, les différentes étapes de migration que l'on peut retrouver, en particulier avec les applications Oracle, peuvent être résumées en six chemins, en six trajectoires. La première trajectoire, qui est la moins disruptive, on va dire, donc la plus classique, jusqu'à la dernière trajectoire où effectivement on va aller complètement dans le cloud public. Donc la première trajectoire, on va faire tout simplement une première modernisation de son infrastructure, on va optimiser les applications on-premise et on va donc avoir plutôt tendance à être autour d'une solution cloud privée qui pourra facilement évoluer vers du cloud public. Ça, c'est vraiment ce qu'on rencontre aujourd'hui. Selon la maturité des clients classiques, ce premier chemin, c'est de moderniser tout simplement l'infrastructure existante avec des solutions modernes qui permettent d'avoir une facilité de gestion du provisioning, de ses coûts et d'élasticité. Le deuxième cas, c'est avec la machine Clouded Customer, donc qui va permettre d'aller un peu plus loin dans l'optimisation des coûts et de flexibilité des coûts avec la souscription. Le troisième cas que l'on rencontre, c'est ce qu'on appelle du lift and shift. C'est décider d'avoir une application qui est aujourd'hui on-prem sur mon site. Je vais tout simplement la basculer, la prendre et la déposer sur le cloud public. Donc ça, c'est un certain nombre d'exigences. C'est pas forcément nativement immédiat, mais c'est effectivement ce que l'on rencontre de plus et ce qui a fait le succès d'Amazon notamment. Le quatrième cas, ça va être garder son système classique, mais de commencer à toute nouvelle application, IaaS, de les déployer dans le cloud public. Le cinquième chemin, c'est d'aller vers le SaaS et donc de moderniser une application qui est peut-être vieillissante chez soi pour prendre la version simple, prête à l'emploi dans le cloud. Et enfin, le dernier chemin, les sociétés, on va dire, les plus matures en termes de cloud, qui ont cette capacité de créer et d'innover une nouvelle application et donc de démarrer directement dans le cloud. Donc voilà un petit peu ces différentes façons. Bien entendu, c'est pas assez simple de migrer comme ça dans le cloud. Et donc, Digora a créé un pack pour vous aider, un accompagnement, une transformation vers le cloud, un starter kit qui permet de vous aider rapidement, c'est définir un petit peu votre projet, tester un bout de votre application sur le cloud et donc définir un chemin de migration. Donc il y a différentes façons, Digora peut vous aider, mais il y a un starter kit qui peut vous permettre rapidement, qui vous donne une idée un petit peu du coup pour évoluer vers le cloud. Voilà, on arrive à la fin de cette présentation. On va peut-être laisser la place aux questions-réponses s'il y en a. Et puis, voilà, les prochains webinars sont affichés. Le prochain, ce sera l'IoT au service du Smart City et Smart Building, le 12 mars. Et puis, il y en aura un ensuite le 19 mars, justement sur l'appliance ODA, que j'animerai également. Et puis, n'hésitez pas à revenir avec vos questions, sinon ultérieurement auprès de Digora. Nous serons heureux d'avancer sur des projets de transformation cloud. Merci à vous. Bonne journée.